les moments d'échange et de réflexion entre disciplines, la philosophie, l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, sont finalement assez rares. C'est vrai que nous sommes souvent habitués à échanger un petit peu entre nous, et je crois qu'il est bien, et je remercie vraiment Locha très sincèrement, de créer ces moments-là de véritables échanges interdisciplinaires. Et il est vrai que en participant beaucoup à des journées d'études, à des colloques, finalement il est rare que je puisse dialoguer avec un philosophe, avec un sociologue, avec un anthropologue, avec des biologistes, avec des éleveurs. Et vraiment, merci beaucoup pour ces moments-là. Merci aussi d'avoir invité un historien. Il faut dire qu'il me semble que les historiens sont un petit peu les parents pauvres de l'animalisme et du courant des animal studies, voire même que très souvent d'autres se chargent à leur place de raconter l'histoire des animaux. Et il est bien, enfin, de pouvoir donner la parole à des historiens qui ne sont pas, et je me qualifierai ainsi, je ne suis pas un historien des animaux, mais plutôt un historien des sociétés occidentales au XIXe et XXe siècle. Alors c'est vrai que très souvent les historiens, comme d'autres disciplines, échangent de leur côté, à travers leurs colloques, leurs publications. Nous travaillons tranquillement sur de nos méthodes, sur de nos présupposés épistémologiques, mais voilà que la question des animaux survient. Et il faut bien le dire, qu'elle ébranle, ou en tout cas qu'elle questionne fortement les historiens dans leur manière de faire l'histoire. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce matin. Pourquoi les animaux viendraient ébranler, viendraient questionner les historiens dans leur manière d'étudier et d'écrire l'histoire. Alors, pour essayer d'y répondre, je vais très rapidement, à grands coups de sabre, il faut le dire, non pas vous faire un cours d'historiographie, mais montrer comment aujourd'hui l'objet animaux, l'objet d'étude, bien évidemment, pourrait s'insérer dans le champ historiographique. Juste pour comprendre quelle histoire se fait, mais vous allez voir que l'histoire des animaux est beaucoup plus un chantier ouvert qu'un champ consolidé avec de grands acquis. Quelle histoire nous pourrions faire des animaux ? L'histoire, pour commencer, est une discipline des sciences sociales. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Très, très simplement, c'est une discipline qui étudie, qui explique le fonctionnement des sociétés humaines dans le passé. Un passé qui, d'ailleurs, peut aller jusqu'à l'instant où je vous parle. Une science sociale qui, science, se veut scientifique par ses méthodes d'investigation et notamment d'administration de la preuve. L'histoire cherche à dégager des lois, cherche à expliquer, ou plutôt même souvent à comprendre des phénomènes sociaux. Depuis un siècle, l'historiographie a beaucoup évolué, notamment avec l'émergence de la sociologie, de l'école des annales, de l'influence du structuralisme sur l'histoire, sa manière d'appréhender les sociétés, de donner, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle, le primat aux explications économiques, aux explications sociales, et puis, depuis quelques années, on remarque dans l'historiographie, qu'elle soit européenne ou outre-Atlantique, un primat du culturel, et de manière schématique, on pourrait évidemment en discuter, ce que je dis est forcément un petit peu forcé, une histoire socio-culturelle aujourd'hui qui est assez dominante dans le champ universitaire, dans le champ patenté de l'histoire. Cette histoire, comment elle se fait, comment elle s'étudie ? Elle s'étudie à différentes échelles, à l'échelle d'une nation, à l'échelle d'une ère culturelle, mais aussi à l'échelle de catégories sociales, à l'échelle aussi de lieux. On peut faire l'histoire d'un objet, et c'est important pour l'histoire des animaux, on peut faire l'histoire d'un objet à partir d'un lieu, à partir d'une catégorie sociale, à partir d'un moment de l'histoire. On peut faire une histoire transnationale ou au contraire une histoire très locale, on peut faire de la micro-histoire, et toute cette diversité que certains pourraient qualifier d'éparpillement de l'histoire, elle peut être utile pour retrouver notamment toute la diversité des situations, des rapports entre les hommes et les animaux, et c'est extrêmement important. Je crois que l'éclatement dans les manières de faire et dans les manières d'être de l'histoire
peut être extrêmement riche pour essayer de pouvoir couvrir l'immense diversité dont parlait tout à l'heure Francis Wolff, l'immense diversité de nos rapports, de nos relations avec les animaux. Dès lors que l'on constate l'éparpillement des manières de faire de l'histoire, l'éparpillement aussi des objets, il n'y a pas d'histoire, il y a aujourd'hui, rien que pour citer quelques champs extrêmement dynamiques, il y a une histoire des sensibilités, il y a une histoire du corps, il y a une histoire de l'environnement, il y a l'histoire des guerres, il y a notamment ce qu'on appelle les global studies, cette manière d'appréhender aujourd'hui un objet à travers le monde, sa version mondialisée de l'histoire. Il y a l'histoire de l'éducation, l'histoire de l'autorité, l'histoire de l'obéissance. Une fois dit cela, comment comprendre le questionnement que provoque le tournant animaliste des sciences humaines? En effet, Francis Wolff l'a rapidement dit tout à l'heure, depuis plusieurs années se pose de manière insistante pour les chercheurs en sciences sociales la question d'un tournant animaliste, considérant les animaux comme des acteurs et des sujets à part entière des phénomènes sociaux. Voilà donc bien comment surgit un problème fondamental pour les historiens qui, pour eux, eh bien, sont les hommes qui sont des acteurs et des sujets d'histoire. Ce sont eux qui forment société. Cela ne veut pas dire que les animaux ont jusqu'à présent été écartés de la scène de l'historiographie, mais étudiés comme un environnement. Les historiens savent depuis longtemps que les hommes ne vivent pas seuls, qu'il y a autour d'eux un environnement, un climat, un relief, et aussi des animaux. Depuis une quarantaine d'années, nous pouvons affirmer qu'il y a un essor croissant de la présence des animaux dans le champ historique, surtout anglo-saxon. Il faut dire que la France, si on considère uniquement le champ historiographique français, on pense évidemment aux travaux de Robert Delors ou de Michel Pastoureau sur le Moyen-Âge, qui sont assez connus, aux travaux de Daniel Roche pour l'époque moderne, ou encore plus récemment les travaux d'Éric Baraté pour le 19e et le 20e siècle. Mais ces travaux, qui sont plutôt des travaux de francs-tireurs, n'ont jamais formé un champ, à proprement dit, de l'histoire des animaux, en France, en tout cas. Et que cette histoire des animaux a toujours été reliée à d'autres champs historiques. Michel Pastoureau fait de l'histoire des animaux, mais il fait aussi surtout de l'histoire des symboles. Lorsque Daniel Roche écrit son grand livre sur la culture équestre, il fait tout le temps un livre d'histoire culturelle et d'histoire matérielle qu'un livre d'histoire des animaux. Et puis surtout, ce n'est pas une histoire des animaux, au sens littéral du terme, tel que pourrait l'imaginer l'historien naturaliste, mais plutôt une histoire, à chaque fois, des rapports que les hommes ont avec les animaux. De ce point de vue-là, l'historien n'est pas un naturaliste, il n'est pas un zoologue, il n'est pas un éthologue. En tout cas, il ne sait pas le faire. Lorsque Michel Pastoureau nous parle du lion et de l'ours, ce n'est pas tant pour nous parler de l'ours ou du lion que pour nous parler des manières de se représenter ou d'imaginer la monarchie ou la politique. Lorsque Daniel Roche nous parle de l'essor du cheval, de la complexité de la culture équestre dans les villes du XVIIIe et du XIXe siècle, c'est aussi pour nous montrer comment cela bouleverse l'urbanisme, comment cela bouleverse les règles de vie en ville, les règles d'hygiène, les manières également de sentir, les manières, toutes les sensibilités à l'odorat notamment. Autre exemple, lorsque l'on parle des bêtes d'élevage, on ne fait pas l'histoire des bêtes en elles-mêmes, mais on fait l'histoire de l'agriculture, on fait l'histoire des paysans, on fait l'histoire sociale des paysans, puisque pour comprendre toute la diversité et toute la richesse de l'évolution, par exemple, de l'agriculture, de l'évolution de l'élevage, on ne peut pas uniquement s'arrêter à la vie, au vécu des animaux, mais bien comprendre tous les bouleversements sociaux qui accompagnent les mutations de l'élevage à partir du XIXe siècle. Clairement donc, en histoire, ou en tout cas dans l'histoire socioculturelle que je fais, les animaux ne sont pas des acteurs, ils sont
clairement traités non pas comme des objets, mais comme un environnement avec lequel les hommes agissent. Mais depuis quelques années, nous ne sommes pas les seuls historiens à nous intéresser aux animaux. Il y a ce courant que l'on qualifie aujourd'hui d'animal studies, qui nous adresse quelques injonctions aux philosophes, aux sociologues, mais donc aussi aux historiens. Cette injonction, elle part de deux constats. Un, jusqu'à très récemment, les social scientists ne sont pas assez intéressés aux animaux dans leur recherche, ce qui est un constat tout à fait juste, et surtout pour le 19e et le 20e siècle. Quand vous regardez un petit peu les publications sur les 40 dernières années, vous voyez bien que la période contemporaine est un petit peu la période pauvre concernant l'histoire des animaux, contrairement à l'époque moderne ou à l'époque médiévale, sans nul doute parce que les historiens du contemporain ont vu dans les animaux une sorte d'archaïsme et que l'accélération, la modernité de la période contemporaine les a sans doute poussés à évacuer la question des animaux. Deuxième injonction du tournant animaliste pour un historien, c'est qu'il faut arrêter d'étudier les animaux comme des objets, comme des faire-valoir, cesser de mener une histoire anthropocentrée et étudier les animaux pour eux-mêmes. Avoir une histoire zoocentrée, ou en tout cas centrée sur les interactions entre les hommes et les animaux. Ces deux injonctions, elles ont une double généalogie. La première, c'est que l'animalisme s'appuie sur une vision de l'histoire. Cette vision de l'histoire, et qu'on lit très souvent, c'est que les animaux, c'est que l'histoire, notamment l'histoire occidentale, est une longue oppression des animaux par l'homme. Et que remettre les animaux au centre des préoccupations des historiens, c'est faire aussi une œuvre de réparation morale. Et de ce point de vue-là, la généalogie des animal studies se retrouve dans le phénomène des gender studies ou des post-colonial studies, à savoir que ici, l'histoire doit faire aussi œuvre de réparation. Des acteurs de l'histoire auraient été opprimés dans le passé et que donc l'histoire doit réévaluer, remettre la lumière, remettre les projecteurs sur cette catégorie-là, sur les femmes dans le cas des gender studies, sur toutes les populations non européennes dans le cas des post-colonial studies et dans le cas des animal studies sur les animaux. Vous voyez bien néanmoins toute la différence entre ces trois situations. Deuxième généalogie, deuxième origine de l'injonction du courant animaliste, c'est aujourd'hui, grâce à l'éthologie, nous savons que les animaux sont des êtres de culture, en tout cas certains animaux sont des êtres de culture, qu'ils forment des sociétés animales, et que donc les historiens, puisqu'ils appartiennent à une science sociale, eh bien, ne peuvent plus écarter les animaux de leurs études dès lors que ces animaux-là forment une société, forment société. Alors, comment répondre à ces injonctions ? Comment donc faire aujourd'hui une histoire des animaux en 2014 ? Alors, pour essayer de répondre à ces injonctions, ou en tout cas pour essayer de comprendre comment prendre en compte ce tournant animaliste, eh bien, je vous propose de revenir à quelques fondamentaux. Vous savez, lorsqu'une discipline est attaquée, elle essaye de questionner, elle essaye de revenir aux fondamentaux. Alors, pour faire une histoire des animaux, 3 questions. D'abord, quelles questions ? Vous savez que le travail de l'historien, en premier lieu, c'est de poser des questions. Deuxième point, quelles sources ? C'est la matière des historiens. Quelles sources, donc, pour faire l'histoire des animaux ? Et quelle méthode ? Premier point, quelles questions les historiens posent, ou doivent poser, peuvent poser, sur les animaux dans les sociétés humaines. Première question à écarter, c'est celle de quel animal ? C'est en tout cas l'emploi de l'animal au singulier qui, pour un historien, n'existe pas et ne peut jamais exister. Donc, premier point, c'est que les historiens excluent de facto l'expression même d'animal.
En histoire, il n'existe pas d'animal. Il existe des animaux, et plus encore, il existe des relations entre les hommes et les animaux qui varient en fonction du temps, en fonction des catégories sociales, en fonction des situations culturelles et géographiques. C'est un premier point, à mon avis, extrêmement important. Et surtout, ce n'est pas uniquement une rhétorique, hein, c'est qu'en abandonnant le singulier de l'animal, hein, forcément le questionnement s'enrichit, les questionnements s'enrichissent. Alors, ces questions, c'est où sont-ils? Ces questions qui pourraient être posées, c'est où sont-ils parmi nous? Qu'en fait-on? Comment les représente-t-on? Quelles actions les sociétés ont sur eux? Quels imaginaires projette-t-on? Comment une société vit avec ces animaux? Ces animaux, et j'en viens ici, à mon avis, à un aspect assez fondamental du questionnement qui a été abordé tout à l'heure, notamment dans les interventions, c'est celle de la domestication. Lorsque je dis les sociétés avec ces animaux, SES, hein, il y a, je crois, tout à l'heure, monsieur avait parlé de la distinction entre sauvages et domestiques, entre les animaux sauvages et les animaux dits domestiques. Il n'y a pas, je crois aujourd'hui, d'animaux qui ne soient pas domestiqués. Domestiqués à quel sens? Et je suis ici, j'essaie de prolonger les premiers travaux de Jean-Pierre Digard sur la domestication, et je crois que d'ailleurs les anthropologues ont un rôle extrêmement important pour les historiens qui, eux, se sont intéressés bien avant nous aux animaux. Il n'y a, je ne crois pas, un seul animal qui ne subisse pas une pression domesticatoire. Ce n'est pas forcément une pression domesticatoire toujours de même intensité, hein, mais dès lors que des hommes projettent des imaginaires, se représentent des animaux, dès lors on peut considérer que ces animaux sont domestiques. Et donc, essayer aussi de faire du terme de domestique un concept extrêmement large, qui permette de rassembler à la fois toutes les actions matérielles, mais aussi toutes les représentations, tous les discours qu'une société a sur des animaux. Et dès lors, on peut essayer de comprendre ce que l'historien pourrait faire avec ce concept extrêmement large de domestique, et bien faire émerger, notamment pour la période 19e, 20e siècle, comprendre comment, au final, quelles sont toutes les actions et tous les discours qu'une société projette sur ces animaux. Et faire émerger ici, questionner des phénomènes dont on a déjà parlé et qui fonctionnent un petit peu comme des couples. Le premier, c'est évidemment revenir sur l'histoire des animaux, du phénomène des animaux de compagnie. Je crois que là où l'historien est utile, notamment, et pour une fois utile aux philosophes, c'est essayer un petit peu de comprendre les évolutions, justement. Essayer de questionner le phénomène des animaux de compagnie qui, aujourd'hui, structure le débat. Et il est toujours bon, je pense, pour un historien, vous savez, c'est la métaphore de la pelote de laine, disait Marc Bloch, que l'on tire au fur et à mesure, et je pense qu'il faut partir des questionnements d'aujourd'hui pour guider le travail des historiens. Essor du phénomène des animaux de compagnie, mutation de l'utilisation productive des animaux, je pense notamment à l'élevage. On a ici deux phénomènes qui doivent se comprendre et se regarder en miroir, et très clairement le 19e siècle est ici un siècle de rupture, et je crois que lorsque je parle d'une histoire pour l'époque contemporaine, ce n'est pas parce que je suis un historien de l'époque contemporaine, c'est aussi parce que, très clairement, on va le voir, si on a un petit peu le temps, le 19e siècle est un siècle de rupture. La croissance industrielle, la croissance agricole, l'urbanisation ont très clairement marquent une rupture dans la manière de se comporter et de vivre avec les animaux. Mutation forcément longue dans le temps, diverses selon les situations sociales, diverses selon les territoires,
mais clairement, nous avons ici une rupture qui se marque par l'émergence et la massification des animaux de compagnie et par les mutations, notamment de l'élevage 19e, 20e siècle. Deuxième couple de phénomènes qui doivent aussi se comprendre en miroir du premier couple, c'est celui de la protection des animaux. On voit ici combien dans nos débats, la question de la protection est essentielle. Quelle histoire de cette protection Quelle histoire de cette protection qui se comprend aussi en miroir avec son pendant, c'est celle de la mise en ordre de la présence des animaux dans l'espace public. On ne peut pas comprendre la loi Grammont et l'essor de la protection des animaux sans comprendre parallèlement à ce phénomène-là le phénomène des fourrières et de l'élimination des chiens dans les villes, par exemple. Et je crois donc que ces quatre phénomènes qui peuvent fonctionner justement par couple doivent guider le questionnement et les questions des historiens. Alors, vous allez me dire que finalement, je n'ai pas tenté de questionner comme le voudrait une tendance animaliste, à savoir que finalement, l'injonction, elle nous dit plutôt de poser ces questions-là, mais dans l'histoire, comment vivent les animaux et surtout comment souffrent-ils ? Alors, pour répondre à ces questions, qui en fait seraient les questions de tout bon historien animaliste, eh bien, je suis un petit peu en difficulté pour y répondre. Notamment, et j'enchaîne ici sur mon deuxième point, à savoir la question des sources. Je veux bien accepter dans un premier temps d'essayer de comprendre comment vivent les animaux et comment ils souffrent dans l'histoire, au XIXe siècle, par exemple, en 1850, par exemple. Mais alors, sur quelle source ? Dans quelle source vais-je pouvoir trouver ces informations-là ? Comment, grosso modo, vais-je pouvoir me transformer en éthologue dans le passé ? Et là, force est de constater que ce n'est pas uniquement parce que les historiens ne sont pas formés à l'éthologie, ils pourraient très bien l'être, mais c'est que les sources dont je dispose sont des sources humaines et que je n'ai pas les moyens d'observer le vécu des animaux dans l'histoire. Même lorsqu'un naturaliste du XIXe siècle ou un vétérinaire de 1900 me parle de la manière dont il voit vivre des vaches, par exemple, il me parle bien plus de ce qu'il est lui, de sa manière de représenter le monde, que du vécu des animaux. Ces sources-là, elles sont nombreuses pourtant pour l'histoire. Et ce que je vous propose ici, ce n'est pas forcément une fois encore un bilan, mais au contraire un chantier à ouvrir, un chantier programmatique. Toutes ces sources qui sont restées pour l'instant illisibles, qui sont restées enfermées par les historiens des animaux. Je ne parle pas des sources littéraires et des sources iconographiques qui, elles, sont souvent employées et très bien employées, ou encore des sources imprimées, notamment de la littérature dite professionnelle, des vétérinaires, des agronomes. Il y a, je crois, tout simplement un manque aujourd'hui dans l'histoire des animaux à l'époque contemporaine, c'est le manque des archives. Quand je dis manque, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je dis qu'elles ne sont pas utilisées pour comprendre l'histoire des relations que les hommes ont avec leurs animaux. Les archives judiciaires, par exemple, qui sont d'une incroyable richesse. Toutes les archives judiciaires liées à l'application de la loi Grammont, par exemple, et qui peuvent nous montrer, en filigrane, comment, dans certains contextes, est appliquée la loi, comment les hommes... comment on rend un jugement sur quelle notion, ce qu'elle dit aussi de la politique pénale, ce qu'elle dit aussi de la manière dont les jugés vivent cette loi-là. Je pense notamment à cette Madame Lelièvre qui portait bien son nom et qui est condamnée en 1924 à une forte amende parce qu'elle avait tué ses lapins pour son déjeuner d'une manière pour elle absolument classique. Elle avait toujours vu faire cette manière de tuer les lapins avant pour les cuisiner, et la malheureuse tombe sous le coup de la loi Grammont et elle fait part de toute son incompréhension par cette condamnation, et c'est ce genre de documents qui sont extrêmement importants à comprendre, à étudier, parce qu'ils montrent bien aussi comment une loi de la protection est aussi vécue et comment elle est aussi parfois une loi de domination sociale, mais je vais en reparler. Les archives administratives, les archives des taxes pour les chiens, par exemple,
sont une mine absolument incroyable pour comprendre les relations que les hommes ont avec leurs chiens. Je pense aussi aux archives notariales, dans les contrats, dans les testaments, pour essayer de voir quelle place les animaux occupent au plus près des hommes. Évidemment aussi les archives administratives, notamment les archives sur la police des chiens, sur la réglementation des chiens dans les villes, de la réglementation, hein, comment les rues au XIXe siècle ont été, à proprement parler, vidées de la présence des animaux, et qu'aujourd'hui encore, ce qui participe à notre aveuglement de la diversité des animaux, le fait que nos villes soient absolument vides de ces animaux, hormis quelques chats et quelques chiens tenus évidemment correctement en laisse et dûment immatriculés. Et puis ne pas hésiter à aller voir dans d'autres archives. Il n'existe pas dans les archives départementales une série animaux, hein, forcément. Il faut donc, l'historien doit contourner, il doit aller piocher et farfouiller un peu partout. Je pense notamment aux archives de l'éducation nationale, à l'échelle nationale ou à l'échelle départementale. La loi Grammont, par exemple, a été un des fondements de la morale laïque. Et lorsqu'on pioche un petit peu dans ces archives-là, on voit toute la diversité, toute l'application, tous les devoirs, par exemple, qu'on peut trouver dans les archives, les devoirs que les élèves font à partir de la fin du XIXe siècle sur la loi Grammont. Ça dit beaucoup de leur manière de vivre avec les animaux, ils racontent leurs expériences. Voilà cette immense diversité que recèlent nos archives et qui sont malheureusement, mais je suis assez optimiste, encore trop peu étudiées. Alors comment étudier ces sources ? Quelle méthode ? Il y a, je crois, d'abord un aspect essentiel qui est celui de revenir, une fois encore, aux fondamentaux et de passer ces archives-là au crible d'une méthode critique absolument rigoureuse. Et surtout, ne jamais oublier qu'un document d'histoire est un document qui s'étudie avec tout un arrière-plan social, tout un arrière-plan culturel. Et que étudier un document en histoire, hein, c'est aussi étudier les conditions de la production de ce document. On ne peut pas étudier le discours d'un vétérinaire en 1900 sur le mauvais travail des ouvriers d'abattoir en oubliant que depuis un siècle, les vétérinaires font tout un travail de légitimité sociale, de légitimité politique, de légitimité administrative, qui peut parfois les pousser à délégitimer d'autres pratiques. On ne peut pas comprendre le discours d'un zootechnicien au milieu du XIXe siècle, et notamment lorsqu'on nous dit regardez, les zootechniciens en 1860-70 traitent vraiment les animaux comme des machines, ils ont une vision très mécaniste, mais les zootechniciens ont aussi un besoin de légitimité scientifique qui passe au XIXe siècle à un siècle où le matérialisme scientifique est extrêmement important, et pour eux c'est aussi une nécessité sociale que d'avoir un discours qui se base sur le matérialisme scientifique. Autre exemple, on ne peut pas comprendre la mise en place, par exemple, des chambres à gaz dans les fourrières si on ne comprend pas pourquoi ce sont les sociétés de protection des animaux qui vont pousser à la mise en place des chambres à gaz dans les fourrières. Autre exemple plus connu celui-ci, l'essor de l'hypophagie ne peut pas se comprendre si l'on ne connaît pas l'aspect justement, le rôle qu'ont pu jouer les sociétés de protection dans l'hypophagie. Et puis surtout, il faut, je crois, et ce qui est extrêmement important, et aussi aujourd'hui dans notre manière de parler des animaux, c'est ne pas oublier qu'on ne peut pas parler des animaux tout seul. Tout à l'heure, j'ai fait une remarque sur l'élevage intensif. On ne peut pas parler de l'élevage intensif sans parler de l'importance du barbecue l'été, le dimanche en famille. Ce n'est pas possible. Ces deux phénomènes sont intrinsèquement liés. Si l'on parle de l'essor des animaux de compagnie, on ne peut pas le déconnecter de l'essor du sentiment de soi, du repli sur la sphère privée.
Et donc, dans la méthode, ne jamais isoler l'histoire des animaux, des autres phénomènes sociaux. On ne peut pas faire l'histoire de l'élevage sans parler des mutations agraires, des mutations des structures agraires, grandes propriétés, petites propriétés. On ne peut pas faire l'histoire de l'élevage sans comprendre l'essor au XIXe siècle des petits propriétaires, ni même au contraire comprendre l'essor de l'élevage industriel en le déconnectant de ce qu'on appelle la faim des paysans. Autre exemple, c'est celui de la protection des animaux. La protection des animaux, elle nous dit tout autant l'attention que nous portons de plus en plus au bien-être des animaux que les peurs sociales qui s'en dégagent. Un exemple très contemporain, février, le fameux cas d'Oscar, ce chat, vous savez, ce buzz médiatique, condamnation à 1 an de prison, une sphère Internet en ébullition, des manifestations d'émotion face à ce geste de violence envers les animaux, une avalanche de soutien à ce petit chat, et un oubli, c'est que si cet événement a fait autant le buzz, c'est certes parce qu'on voyait une violence faite à un animal qui aujourd'hui est l'animal de compagnie par excellence, qui a toutes les bonnes qualités, qui représentait en plus l'enfance par le chaton. C'est certes parce que nous étions sensibles à ce sort-là, mais c'est tout autant parce que nous avions peur de la délinquance supposée des jeunes des quartiers nord de Marseille issus de l'immigration maghrébine. Et le soir même, il suffisait d'aller sur les sites Internet identitaires ou d'extrême droite pour voir combien était stigmatisée dans l'affaire l'origine sociale et géographique de l'auteur des faits. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que derrière l'étude des relations entre les hommes et les animaux, il y a toujours des enjeux sociaux. Derrière la question de la morale, et on le voit bien ici à travers cette histoire d'Oscar, qui est un petit peu... on a des affaires similaires en 1850 avec le méchant charretier de Belleville qui fait très peur aux élites sociales. Derrière les enjeux moraux, il y a aussi des enjeux politiques. Et pour essayer un petit peu de rejoindre ce que disait tout à l'heure Francis Wolff, qui parlait justement du tout politique et puis du tout moral, ne jamais oublier, je pense que dans cette question-là, il y a justement des enjeux politiques très forts, que se concentrer uniquement sur la question des animaux, c'est aussi oublier toutes les conséquences sociales que cela peut avoir, et que donc, il ne faut jamais faire l'histoire des animaux de manière isolée, mais à chaque fois faire l'histoire sociale et culturelle des animaux. Je vous remercie. Comme un appauvrissement de nos relations avec les animaux, symptôme négatif pour notre humanité et pour leur animalité. Comment tout ça s'articule et en quoi ça consiste ? Oui. Alors en fait, moi je suis vétérinaire, donc comme Norina à la base,